Le parc animalier de Sainte-Croix vous présente Naturellement Moselle. Bonjour et bienvenue dans Naturellement Moselle. Je suis à Metz sur la promenade du lac Symphonie. À quelques pas d'ici, au Technopole, l'ISEC, l'école des métiers de l'environnement et de la qualité, propose de nombreuses formations en lien avec l'environnement. Je vais rencontrer d'ici quelques instants Émilie Hubert, la responsable des filières de l'ISEC. Elle nous expliquera en détail ces formations qui ont le vent en poupe. Mais avant, commençons avec le premier reportage. Avec la conjoncture actuelle, le conflit en Ukraine, le prix des énergies qui augmente considérablement, de plus en plus de Français choisissent de produire leur propre électricité grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur leur toit. En France, plus de 130 000 foyers sont équipés, un nombre qui grimpe en flèche. Lucie Philippot a suivi une installation chez un particulier à Metz-Service. Voilà ton installation solaire, donc 6 kW, 16 panneaux en micro-onduleur. Avec un boîtier de communication. Stéphanie est propriétaire de cette maison et vient d'y faire installer des panneaux photovoltaïques. Pour cela, elle a fait appel à l'entreprise de Christophe qui a pu poser en une journée ses 16 panneaux. Attends, il est bleu. Avec l'augmentation actuelle des prix de l'énergie, cette jeune femme de Metzerville a enfin sauté le pas. Alors on y avait pensé il y a une dizaine d'années, effectivement, quand les aides de l'État étaient importantes. Sauf qu'après, le temps de réfléchir, on n'avait pas assez de recul. Et là, ce qui nous a vraiment fait réfléchir sérieusement, c'est la guerre en Ukraine, avec les augmentations des énergies, et puis le fait qu'on pouvait consommer l'électricité. Là, ça a été, on s'est dit, pas au point d'être autonome, mais en tout cas de pouvoir réduire les factures de façon assez intéressante. Grâce à cette installation, Stéphanie pourra faire une économie de 50 à 60% sur sa facture annuelle. Depuis le début de l'année, en France, la demande a augmenté de 30%. Et ça, Christophe s'en est bien rendu compte. La proportionnalité en ce moment, c'est plutôt 70% de photovoltaïque, 30% d'électricité. Donc là, depuis le début de l'année, fin de l'année dernière, début de l'année dernière, on a entre 3 et 5 demandes par jour pour de la production d'autoconsommation de photovoltaïque sur le secteur. Et on fait 3 à 4 installations par semaine. Accessible, l'installation se pilote par application pour connaître en temps réel sa consommation et ainsi pouvoir mieux la gérer. Il faudra 7 années à Stéphanie pour obtenir de la rentabilité et ainsi bénéficier pleinement de ces panneaux photovoltaïques. Des panneaux photovoltaïques, passons au bateau électrique. La navette fluviale Metz-Eau est opérationnelle depuis le 1er juin. Elle relie le plan d'eau de Metz à Longeville-les-Metz. Pour en bénéficier, un titre de transport du réseau Le Met suffit. Anne-Sophie Gross en a profité alors pour découvrir ce nouveau mode de transport en commun proposé par l'Eurométropole de Metz. À quelques encablures du Temple Neuf se trouve désormais un arrêt, non pas de bus, mais de bateau. La navette fluviale Metz-Eau vous transportera au fil de l'eau jusqu'à Longeville-les-Metz. Un mode de transport original et plus que confortable, car en plus de profiter d'un décor bucolique, il est possible d'embarquer avec son vélo et même de prendre un café. C'est un autre mode de transport en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec le bus. On amène, nous, notre côté compagnie des bateaux de Metz, on amène notre savoir-faire touristique. Et donc c'est pour ça qu'on va amener ce confort déjà par le bateau électrique, le calme du bateau électrique, et on apporte aussi également notre côté tourisme sur l'accueil clientèle et tout ce qu'on va proposer ensuite, effectivement, les cafés, tout ça. Une initiative qui se veut également écologique puisque les bateaux utilisés sont 100% électriques et surtout un prix abordable. Un trajet à bord de cette navette fluviale coûtera le même prix qu'un ticket de bus du réseau Le Met. Les premiers passagers sont déjà convaincus. C'est très agréable de profiter à la fois des paysages, de prendre son temps pour se déplacer. À l'intérieur, c'est très silencieux. Très confortable. C'est mieux que le bus.
Pour l'instant, seuls 4 arrêts sont desservis, mais le circuit pourrait être prolongé jusqu'à Sichazel ou Moulins-les-Metz. Cela permettrait d'attirer davantage de travailleurs sur les trajets pendulaires. Autre point de réflexion, la vitesse, car cette expérimentation se fait à l'aide de bateaux qui ont été pensés pour le tourisme et non pour le transport en commun. Une version définitive forcément nécessiterait une vitesse plus importante, une autonomie plus forte pour aller plus loin. Et puis il y a tous les aménagements au bord des embarcadères, les garages à vélo, les possibilités de stationnement à proximité. Voilà, c'est autant de sujets que nous allons approfondir pendant cette expérimentation qui durera jusqu'au mois d'octobre. 2 bateaux ont été affrétés pour cette expérimentation, le Graouli d'une capacité de 75 places et le Jet des Vacances qui peut accueillir 28 personnes. Les navettes circuleront tous les jours de 7h10 à 18h30. Ça n'a jamais été aussi agréable de prendre les transports en commun. Ce qui est agréable aussi, c'est de se balader dans une ville propre. Metz a été récompensée de la plus haute distinction par l'Association des villes pour la propreté urbaine. Elle détient 5 étoiles du label Ville éco-propre, une belle distinction qui récompense les actions de la municipalité, mais aussi le travail des agents du pôle propreté urbaine de la ville. Et à Metz toujours, les agents du pôle des espaces verts font un travail remarquable au jardin botanique de Metz. Ce parc de 4,4 hectares, avec ses serres de 1000 m², a accueilli tout début juin l'Association des jardins botaniques de France et des pays francophones. Réunis en Lorraine pour un colloque annuel, de nombreux professionnels ont découvert cet écrin de verdure. Florian Tonizzo s'est joint à la visite. Manon est jardinière à Lyon et découvre pour la première fois le jardin botanique de Metz. Quand on regarde comme ça là, le patrimoine arboré qu'il y a dans ce parc, c'est magnifique. Enfin, on a vraiment des spécimens qui ont des troncs, des structures magnifiques. Enfin voilà, ça parle de lui-même. Pour Pierre-André Loiseau, vice-président de l'Association des jardins botaniques de France et des pays francophones, ce colloque en terre messine est également un baptême du feu. On a pénétré dans ce jardin botanique avec une lumière extraordinaire, une humidité remarquable dans l'air qui fait que les couleurs sortent renforcées et le jardin botanique paraît luxuriant, magnifique. Franchement, c'est un très très bel endroit. Après avoir découvert celui de Nancy, les 150 participants ont investi le jardin botanique de Metz en fin de matinée. Les membres de l'association se réunissent chaque année pour partager ensemble leur quotidien et échanger sur les enjeux de leur métier. Le thème du jour, l'évolution des plantes à travers les époques. Notre objectif, c'est de montrer comment, à travers des plantes, depuis l'origine de la vie, il y a plus de 2 milliards d'années, les plantes ont évolué au cours du temps. D'abord dans l'eau, sous forme d'algues, ensuite sur terre, il y a à peu près 450 millions d'années, et puis depuis les plus archaïques, les mousses, les fougères, les conifères, les ginkgos, on est arrivé aux plantes à fleurs. Donc dans les jardins botaniques, notre mission, c'est effectivement d'expliquer cette grande histoire. La ville de Metz a fêté les 150 ans du jardin en 2017 et espère, avec ce colloque, poursuivre sa transformation. Le fait d'avoir un colloque finalement international, ça nous permet aussi beaucoup de reprendre des retours d'expérience d'autres collègues, d'avoir des conseils et puis savoir comment développer finalement ce jardin puisque les formats des jardins botaniques sont tous différents. Ça va nous permettre aussi de voir comment faire évoluer notre modèle le jardin pour finalement répondre à la fois à ses vocations scientifiques, d'animation, de transmission de la connaissance et bien sûr d'agrément pour tous les Messins. Avec ses 300 espèces d'arbres différentes, le jardin botanique est un lieu incontournable de la ville de Metz qui a entrepris sa modernisation depuis quelques années pour en faire un jardin de collection. Et les agents du pôle des espaces verts de Metz ont exporté leur savoir-faire à Paris. Le parvis de la gare de l'Est s'est transformé en jardin éphémère. 800 m² de verdure au cœur de la capitale, 350 plantes au milieu desquelles déambuler, avec bien sûr le Graouli brumisateur. Cet aménagement fait la promotion de Metz Ville Jardin. Si vous passez par Paris, n'hésitez pas alors à faire un tour dans ce jardin éphémère. Il est en place jusqu'au 30 septembre. Et retrouvons à présent notre invité. Madame Hubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable des filières à l'ISEC, donc l'école des métiers de l'environnement et de la qualité.
On se trouve là justement au sein de l'école, un établissement dédié entièrement aux formations en lien avec l'environnement et le développement durable. Tout à fait, oui, effectivement. Donc on est à l'ISEC qui a vu le jour dans les années 2000 et qui forme on a 3 casquettes à l'ISEC. Donc on a une première casquette qui est le centre de formation continue où on va former des demandeurs d'emploi, des salariés d'entreprise. Une casquette CFA, du BTS jusqu'au Bac+5 et une casquette VAE également. VAE, donc c'est validation des acquis, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc c'est pour les personnes qui sont déjà en situation professionnelle et qui souhaitent faire valider leurs compétences et leurs expériences professionnelles. D'accord. Pour la partie donc CFA, oui. Au niveau des formations, donc il y a le BTS, est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, bien sûr. Alors effectivement, il y a le BTS MSE qui est un Bac+2 aujourd'hui, qui prépare du coup au métier des services à l'environnement, comme l'acronyme l'explique bien. On a une filière qui a un Bac+3 responsable QHSE, qui se fait sur 1 an, et une filière aussi plus 4-5, donc un niveau master, et qui forme au manager opérationnel QHSE et développement durable. Voilà, le nom est long, mais il en dit beaucoup. Ouais. Alors l'effectif, c'est ça, entre 80 et 100 personnes. Voilà, c'est ça. Ça se renforce, l'effectif se renforce au fil des années? L'effectif se renforce et effectivement, on a vu les effectifs doubler, voire tripler sur ces dernières années. C'est des métiers qui attirent beaucoup et qui font sens aujourd'hui, dans une ère où en fait les gens ont besoin de sens aussi dans leurs activités. Ça a tendance à augmenter et puis c'est également un besoin des entreprises. Dû aussi aux enjeux environnementaux? Tout à fait. Alors les enjeux environnementaux et sociaux dans les entreprises qui sont maintenant scrutés et où il y a un cadre réglementaire qui se pose et qui est de plus en plus ardu aussi. Donc c'est des métiers qui ont une grande nécessité dans les entreprises, dans les activités qu'on connaît aujourd'hui. Quelles sont les matières qui sont enseignées justement dans ces formations? Alors on a un socle commun de matières, alors ça peut évoluer en fonction de la filière, mais en général on retrouve toujours un bloc qui s'appelle un bloc qualité, un bloc SST, donc santé, sécurité au travail avec une notion aussi d'hygiène, un bloc environnement et développement durable, et puis après on va les monter aussi en compétences sur des compétences un peu transverses, sur la gestion de projet, du management et sur le +5, et c'est ce qui fait un peu notre spécialité, c'est qu'on a aussi un gros volet RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. C'est le développement durable appliqué pour les entreprises ou les organisations. Ouais. Alors toutes ces formations sont dispensées en alternance? Oui. C'est un réel atout afin que les étudiants soient d'emblée plongés dans le monde professionnel? Alors oui, effectivement, tous nos parcours sont en alternance et c'est un atout. Alors en général, un étudiant trouve très rapidement du travail en sortie de formation, soit dans une autre entreprise, soit dans l'entreprise d'accueil. Et effectivement, c'est cette mixité entre l'apport théorique et l'apport pratique qui est intéressante pour les entreprises. Ils savent qu'ils ont un étudiant qui va sortir du marché de la formation et qui a déjà des connaissances techniques, qui sait les appliquer et qui du coup sera potentiellement tout de suite opérationnel au sein de l'entreprise. Effectivement. Voilà. Alors on a rencontré justement un de vos étudiants, Mathieu Boulanger. Il est actuellement en Bac+4, donc manager développement durable et RSE. C'est ça. Je vous propose de découvrir son portrait réalisé par Anne-Sophie Gross. À tout juste 22 ans, Mathieu sait déjà que le métier qu'il occupera demain contribuera à la transition écologique de la société. En première année de master en développement durable à l'ISEC, son cursus lui permettra de proposer des solutions concrètes aux entreprises afin d'améliorer leur rapport à l'environnement. Quand on parle souvent des grosses entreprises, on parle de pollution, de gros problèmes, qu'il y a eu des explosions, etc. Et en fait, on se rend compte que justement, à travers cette démarche-là qu'on fait au quotidien dans cette école, on peut, pourquoi pas, trouver des solutions et apporter des solutions pour que la qualité de vie au travail soit meilleure, pour que l'environnement de travail soit meilleur. Et voilà, on sait que c'est important et qu'on doit être acteur nous-mêmes de ce projet. Et c'est le but de cette démarche. Pour se confronter à la réalité du terrain, Mathieu réalise son master en alternance au sein de ThyssenKrupp, un fleuron de l'industrie française. Son rôle est de veiller au respect des consignes de sécurité pour garantir la santé de ses collaborateurs, car Mathieu a choisi de se spécialiser dans la santé et la sécurité au travail, un domaine transversal qui englobe également la préservation de l'environnement, car une entreprise telle que ThyssenKrupp génère beaucoup de déchets, dont des produits chimiques. On est conscient qu'on est une entreprise qui produit des déchets, qui peut poser des risques aussi pour l'environnement, mais on essaye au quotidien d'apporter des solutions pour nos collaborateurs et pour l'environnement qui nous entoure. Par exemple, si un nouveau produit veut être utilisé au sein de l'entreprise, il faut bien sûr qu'on assure la santé et la sécurité de nos collaborateurs, mais c'est aussi assurer l'environnement et vérifier qu'il n'y a pas un souci pour l'environnement.
Si la gestion des déchets est essentielle pour la préservation de l'environnement, ThyssenKrupp a également choisi d'autres biais pour sensibiliser ses collaborateurs à l'écologie. Des potagers collaboratifs sont à la disposition des employés et des nichoirs ont été installés un peu partout sur le site. Il faut savoir aussi que ThyssenKrupp Presta France est le seul site industriel en Moselle qui est certifié du label LPO. Donc en fait on a des nichoirs un peu partout et ça nous permet d'avoir des espèces un peu endémiques et plein d'espèces qui viennent directement sur site. Donc on essaye aussi d'apporter par rapport à l'environnement, que ce soit à travers donc, ces potagers collaboratifs, mais aussi à travers ce label LPO, d'apporter des vraies solutions aussi et des contributions et des sensibilisations aux collaborateurs. Une opération de sensibilisation qui fait aussi écho à un projet étudiant auquel participe Mathieu, le projet Humanisec, dont l'objectif est d'aider à la préservation du papang, une espèce de rapace endémique de l'île de la Réunion. Donc on le voit dans le reportage, Mathieu Boulanger est en alternance chez ThyssenKrupp à Florange, un groupe qui est déjà assez important. L'ISEC a des partenariats comme ça avec de nombreuses entreprises. Alors effectivement, on a des partenariats avec de nombreuses entreprises qui connaissent la qualité de nos formations et qui nous font confiance d'une année sur l'autre. On a aussi également plein d'entreprises qui viennent nous solliciter chaque année, de nouvelles entreprises qui créent un poste qui pourrait coller à nos alternants et à nos profils de formation. Donc c'est en tout cas maintenant quelque chose qui est courant. On a l'habitude de travailler avec pas mal de grands groupes à la TPE-PME. Les industriels expriment de réelles attentes pour ces nouveaux profils, ces nouveaux métiers. Alors les industriels, pas que, effectivement, parce qu'il va y avoir toutes les grandes entreprises qui ont aussi des obligations réglementaires à mettre en œuvre et qui vont être attirées par ces métiers-là. Mais c'est aussi en général attrayant pour les TPE-PME qui, elles, n'ont pas forcément notion encore de ces compétences-là, de développement durable et d'environnement, par exemple. Mais aujourd'hui, pour une TPE-PME qui va travailler avec un grand groupe, qu'il soit industriel ou non, va devoir remplir un cahier des charges et les grands groupes maintenant exigent des TPE-PME qu'ils répondent à des clauses environnementales ou sociales. Donc c'est tout maintenant, tous les secteurs d'activité et toutes les tailles d'entreprise qui sont concernées par ces thématiques-là aujourd'hui. Alors à l'issue des formations, un étudiant avec par exemple le BTS métier des services à l'environnement ou un Bac+4, donc comme Mathieu, manager QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement, il peut exercer quel métier finalement au sein d'une entreprise? Alors effectivement, les métiers vont changer par rapport à la formation et au niveau d'études. Donc la BTS MSE va être plutôt technicien. Par exemple, mettre à jour un document unique dans une entreprise ou travailler sur une non-conformité, sur un passage de normes. Un Bac+3 responsable QHSE va plutôt intégrer une entreprise à un titre de responsable. Mettre en place des mini-projets dans son entreprise par passage à une certification ou autre chose, alors qu'un Bac+4/5 va préparer plutôt au métier de manager opérationnel ou gestion d'équipe ou gestion de projet. Lui va travailler plutôt sur du pilotage de projets stratégiques pour l'entreprise. Donc réimaginer une politique environnementale, travailler sur la dynamisation de la RSE dans l'entreprise, voilà. L'ISEC est implanté à Metz depuis 19 ans. Maintenant, ça fait déjà un petit bout de temps. En 2003, on ne parlait pas trop encore de formation sur le développement durable, le respect de l'environnement. L'ISEC était complètement novatrice. Alors, au-delà d'être novatrice, on était un ovni sur la planète des formations. Tout à fait, on était un peu vus comme des huluberlus en proposant des thématiques qui étaient déjà pour nous essentielles, donc le développement durable et l'environnement. Et ça ne fait que conforter nos choix parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est indispensable dans le monde qu'on connaît et qui plus est répond aux attentes des entreprises aujourd'hui. Donc c'était un pari audacieux mais réussi. Et justement, les formations que vous proposez évoluent forcément avec les différentes réglementations qui voient le jour régulièrement? Alors tout à fait, alors on a la spécificité d'avoir des formateurs et des intervenants qui sont professionnels à côté, qui ne font pas que de l'éducation et de la transmission de formation. Donc ils sont consultants, ils sont aussi responsables de services, ils ont multiples casquettes et ils sont du coup au courant de tout ce qui se passe, ils sont obligés de se tenir au courant des veilles, donc les modules de formation évoluent en même temps que le monde.
D'accord. Alors si des étudiants qui nous regardent là sont intéressés par ces formations, il est encore temps pour eux de rejoindre l'ISEC là, à la rentrée prochaine? Il est tout à fait possible de le faire. Je les invite du coup à aller sur le site internet et puis à cliquer sur le petit bouton admission et on se fera un plaisir de les recevoir pour un entretien de motivation. D'accord. Voilà. Merci Émilie Hubert de nous avoir accueillis au sein de l'ISEC et de nous avoir présenté toutes ces formations. Merci à vous. Habituellement associées à nos voisins alsaciens, les cigognes sont de plus en plus nombreuses en Moselle. Dans le département, une dizaine de communes font même face à une surpopulation, comme dans le village de Saint-Georges. Ghislain Schumacher s'est rendu sur place. Lorsque l'on traverse Saint-Georges, impossible de les louper. Dans la rue principale du village, près d'un poteau électrique sur deux est occupé par un nid de cigognes. Dominique, spécialiste et passionné de l'espèce, est venu ce matin pour étudier la colonie. Tout à l'heure, en arrivant, j'ai fait tout le tour du village pour compter exactement le nombre de nids, voir s'il y a des nids vides, des nids occupés. J'ai 11 nids, 11 couples. On s'en fait un de moins que l'année dernière. Ici, le nombre de couples a explosé depuis environ 5 ans. Autrefois menacés, les cigognes ont bénéficié de plusieurs politiques de protection avec succès. Mais le dérèglement climatique a aussi son rôle. Les cigognes disparaissaient en hiver, enfin pendant l'immigration. Alors, comme avec le réchauffement climatique, au lieu de faire 3000 km avec tous les dangers que ça représente, elles en font plus que 1000. Elles ne meurent plus, tout simplement. Avant, on disait 70% de perte de cigogneaux la première année. Mais je pense que maintenant, on doit être en dessous des 40%. Dans le cas de Saint-Georges, la colonie est devenue trop importante, car plus il y a de cigogneaux, plus la quantité de nourriture disponible s'amenuise. Par conséquent, le nombre de petits qui s'envolent du nid de leurs parents a été divisé par 2, voire 3 selon les nids. Pour ce qui est de la commune en elle-même, cette surpopulation a déjà aussi fait des dégâts. En 2017, on a rencontré un problème sur un poteau électrique, donc avec une rupture du neutre, qui a comme conséquence donc une surtension sur tout un quartier, avec plusieurs milliers d'euros de dégâts. Car en construisant des nids pouvant peser jusqu'à 500 kg, les cigognes peuvent parfois abîmer le réseau avec certaines branches. Malgré tout, la compagnie des cigognes est majoritairement appréciée dans le village. En général, les habitants sont assez positifs, bon, ils aiment bien, la cigogne c'est un bel oiseau, mais il faut essayer de limiter un peu leur nombre. Potentiellement, on a encore une quarantaine de poteaux qui sont susceptibles de supporter ces nids, et ça devient problématique. Pour réduire la taille de la colonie, la mairie travaille aux côtés de la LPO et d'Enedis. Par exemple, des protections aviphones comme ces tiges en acier vont se multiplier sur les poteaux libres pour empêcher les cigognes de nicher. Après Dakota et Carolina en 2020, 2 autres petites oursonnes sont nées cette année au parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes. Arizona et Montana ont vu le jour le 4 février dernier et elles viennent d'effectuer leur première sortie publique dans leur enclos en compagnie de leur mère. Colline l'expert et Ghislain Schumacher ont assisté à cet événement. Ça y est, les 2 nouvelles petites oursonnes noires du parc s'exposent aux yeux du public. Arizona et Montana ont des premiers pas timides dans leur nouvel enclos, mais très vite, elles n'hésitent pas à prendre un peu de hauteur malgré quelques ratés. On en a une qui est un petit peu plus aventureuse que l'autre, du coup c'est Montana, c'était la première à sortir, la première à escalader. Et du coup la deuxième est un petit peu plus calme, un petit peu plus réservée. Mais là finalement on voit que maintenant qu'elles sont dans cette grande zone là, elles sont toutes les 2 à jouer et il n'y a plus du tout d'appréhension. La naissance de 2 oursonnes noires est un fait rare puisque c'est seulement la 2e portée de l'espèce américaine à voir le jour dans la région Grand Est. Jusqu'ici, Arizona et Montana ont dû faire leur premier pas dans une zone protégée du parc. Elles ont passé 2 mois en fait, avec leur mère en fait, à l'intérieur de la tanière avant que nous on arrive pour une première fois à l'intérieur de celle-ci pour pouvoir récupérer les petites, faire un check-up vétérinaire, s'assurer que tout va bien. On les a pesées, elles faisaient 3,5 kg en moyenne. Et puis après arrive une période d'attente pour nous qui va durer à peu près 1 mois, durant laquelle on va vérifier leur capacité en fait, à bien grimper. Les 2 nouvelles coqueluches du parc ont visiblement passé ces tests d'escalade avec succès. Pour les accueillir dans leur nouveau terrain de jeu, les photographes habitués du parc, comme Corinne, ont sorti leurs plus beaux objectifs. C'est un événement, on est tous contents, on attendait que ça en fait, parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre elles finissent par sortir. Comment vous les trouvez les 2 petites oursonnes? Adorables, craquantes, et on a envie d'en emmener une chez soi. Arizona et Montana vont rester dans cet enclos avec leur mère pendant 1 an, le temps de grandir. Elles pourront ensuite rejoindre leurs 5 autres congénères sur les 1,5 hectares de terrain réservés aux ours.
Et c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Naturellement Moselle. Le parc animalier de Sainte-Croix vous a présenté Naturellement Moselle.